Du 13 au 15 novembre, Kinshasa accueille la 10e édition du Makutano. Mines et énergie, finance et tech, hydrocarbures, petites et moyennes industries, agribusiness et santé, industrie culturelle et sport. Plus de 2500 chefs d'entreprise. Le Makutano 10 vous souhaite la bienvenue. Édition spéciale en direct pendant tout le forum sur Top Congo FM. Merci, je vous remercie. Je vous prie de prendre place. Bienvenue à tous pour ce nouveau panel concernant le secteur des mines et de l'énergie en même temps pour parler de la question du déficit énergétique en RDC. Comme on le sait, la RDC est dotée de vastes ressources minières et agricoles, mais qui connaissent un frein en termes de développement industriel à cause d'un déficit énergétique qui est estimé à 5000 MW, dont 900 MW concerne le secteur des mines au niveau de la province du Lualaba et du Haut-Katanga. Donc environ 1/5 du déficit sur ces deux provinces et dans ce secteur. Alors cette session vise à explorer de quelle manière les entreprises minières peuvent servir de catalyseur au développement énergétique en RDC. On a quelques exemples concrets au niveau de Kamoa, qui a contribué à la réhabilitation de la turbine 5 de Inga 2. Et ça a permis donc de produire 178 MW supplémentaires. Ou alors l'initiative de Barrick Gold avec Kibali Mine, qui a augmenté la capacité de la centrale hydroélectrique de Nzoro 1, qui est passée de 600 kW à 4 MW. Donc cela montre que l'investissement dans le secteur des infrastructures énergétiques peut bénéficier à la fois du secteur minier, bénéficier au secteur minier ainsi qu'aux communautés locales. Alors ici, nous voudrions établir une feuille de route stratégique sur la manière dont le secteur minier va contribuer à combler ce déficit. En œuvrant pour lui-même, le minier va ici permettre à la communauté locale et à d'autres industries agricoles ou manufacturières de se développer ou du moins de combler le déficit énergétique. Donc, sans plus tarder, je vais laisser son Excellence, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques, nous faire une présentation sur le secteur de l'énergie en RDC. Merci beaucoup. Je vous remercie encore une fois de plus pour la parole. Je pense que je veux me résumer très rapidement parce que le secteur de l'électricité aujourd'hui en RDC, c'est un potentiel d'abord grand. Aujourd'hui, avec plus ou moins 100 000 MW du secteur d'électricité disponible, mais qui n'est exploité qu'à 3%. Je pense qu'on a tellement de potentialités aussi en termes de photovoltaïque et tout ça. Mais je veux plus me focaliser sur l'action du gouvernement pour ces secteurs et ce qui peut être fait aujourd'hui. Je pense que ce sera le plus important. Pour ce qui est de notre ministère au regard du secteur de l'électricité, nous avons 4 axes prioritaires sur lesquels nous sommes en train d'agir selon le programme d'action du gouvernement. Il y a premièrement le cadre de l'assainissement du secteur de l'électricité, qui est très important parce que ça rentre dans l'essentiel de nos échanges aujourd'hui, parce que nous sommes en train de travailler depuis le mois de juillet sur la réforme du cadre légal et normatif du secteur de l'électricité pour donner une certaine incitation. La loi de l'électricité de 2014 du 17 juin a connu une certaine limitation en termes d'incitation au développement et nous sommes axés sur une certaine réforme de pratiquement 8 articles principalement. Et on intègre là-dedans certains concepts qui vont permettre, dont nous estimons que ça va créer une certaine incitation, dont des notions fondamentales telles que la mise en place d'un dispatching national, qui sera pratiquement répliqué sur l'ensemble du territoire, la notion de l'efficacité énergétique, parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas faire des politiques des réajustements ainsi que des régulations correctes parce que le cadre légal lui-même ne portait pas certains concepts. La notion même de l'énergie renouvelable, c'est une notion qui n'est pas définie dans la loi et que nous apportons pratiquement là-dedans. Il y a aussi la notion de la maîtrise d'énergie,
qui est une notion très fondamentale parce que ça définit le concept par lequel nous pouvons optimiser la consommation d'électricité en RDC. Ça, c'est un concept qui sera mis en place, mais aussi la notion même de la transition énergétique qui sera intégrée là-dedans, mais aussi d'autres articles qui seront touchés. Notamment, nous sommes en train de nous focaliser sur la licence commune. Le secteur privé aujourd'hui se retrouve avec un régime juridique qui demande plusieurs titres selon l'activité. Il faut un titre pour la production, le transport, la distribution. Nous allons dans le sens de pouvoir mettre un titre dans les zones rurales ainsi que périurbains pour permettre à ce qu'on ait un titre unique qui permette à ce que les opérateurs puissent avancer assez rapidement. Et ceci, ça entre dans le cadre et dans la prévision de la mission M300 de la Banque mondiale dans laquelle la RDC s'est inscrite, où le secteur privé jouera un rôle à pratiquement 50% de participation à ce financement, mais il faudra avoir un nouveau concept là-dessus. Nous avons aussi certains autres éléments qui sont pris en compte, notamment la relation entre les institutions, que ce soit le régulateur, que ce soit les opérateurs dans le secteur de l'électricité, en intégrant un guichet unique pour permettre à ce qu'il y ait de la facilitation en termes de contact avec l'administration. Le deuxième volet qui est dans l'assignation du gouvernement, c'est pratiquement la fiabilisation du secteur d'électricité. Et là, ça rentre dans les capacités de l'opérateur public national. Je pense que le directeur général de la SNEL est ici, il en dira un peu plus aussi. Sur ces secteurs, nous avons comme vocation et accompagnement de pouvoir doter à la Société nationale d'électricité des moyens de sa politique à un second degré, quand même c'est une société commerciale, pour l'accompagner à ce qu'elle puisse fonctionner correctement. Mais il y a des problèmes et des contraintes, notamment la situation de la dette. Aujourd'hui, la SNEL fait face à une dette qui l'étrangle. 60% de son chiffre d'affaires va au service de la dette et qui ne permet pas à ce qu'elle ait suffisamment de leviers d'investissement. Il faut procéder par une certaine restructuration et puis rééchelonner cette dette-là sur une certaine période. Nous sommes en train de réfléchir avec les autres ministres, notamment de Finances et des Budgets, sur des mécanismes d'allègement. Parce que si on regarde le concept même de la contribution du secteur d'électricité, le secteur d'électricité incite le développement pratiquement en passant par le secteur minier parce que la croissance de la RDC qu'on projette pour 2024 est de 5,4%, mais c'est basé sur l'industrie minière, les activités d'extraction. Et c'est l'électricité qui supporte cela. Ça demanderait à ce moment-là à ce que nous ayons des facilités, que nous ayons une certaine manière de redéfinir le concept fiscal pour lui donner des allègements qu'au second degré, puisque le secteur d'électricité permet de bouger le PIB, que ce soit à ce niveau-là que l'on puisse collecter plus d'impôts et des taxes et laisser une certaine marge de manœuvre en termes de financement pour la SNEL. Nous avons aussi le volet d'apport d'investissement. En tant que le gouvernement aujourd'hui incite aux nouveaux investissements et vous allez voir que la participation du secteur minier est très importante. Le 7 septembre, nous avons eu à signer un protocole d'accord avec la société Tenke Fungurume, mais via son actionnaire CIMOC, de pouvoir financer la construction des centrales photovoltaïques en hybridation à nos centrales hydroélectriques pour pouvoir aider à ce que nous ayons plus de potentiel en termes d'électricité. Un accompagnement de pratiquement 1,5 milliard de dollars, un investissement qui permettra à ce que nous ayons plus d'électricité, qui va encore booster davantage notre économie. Nous allons avec dans le même sens d'une production photovoltaïque dans les sites de Kwatebala des 213 MW. Ça montre l'incitation et les facilités que l'État est en train de permettre à ce que le secteur privé, notamment l'activité minière aussi, bénéficie directement des avantages que l'on donne dans la croissance économique. Le dernier axe, ça reste l'axe de la revitalisation de la croissance économique et ce n'est qu'une union des trois objectifs principaux sur lesquels nous sommes en train de faire ce suivi. Ça veut dire c'est de permettre et de focaliser l'électricité comme étant un vecteur de croissance. Et généralement, avec l'administration et tous les opérateurs qui sont en train de venir dans ce secteur, nous sommes en train de donner des orientations claires
à certains investissements pour varier aussi l'investissement minier. Pratiquement avec l'exploitation des usines de bauxite, où nous encourageons à ce qu'il y ait des variations de production des produits miniers, mais aussi en sectorialisant aussi par rapport à l'industrie, donner des orientations sur de sites potentiels à pouvoir développer le secteur productif et attractif. Donc aujourd'hui, si on peut résumer l'action du secteur d'électricité, la politique publique, c'est que le gouvernement s'engage dans le sens de pouvoir inciter le développement de l'activité économique en partant par le secteur d'électricité, mais aussi en mettant des facilités en termes d'octroi des titres. C'est pour cela que nous sommes entrés avec un programme pilote de 9 sites prioritaires sur lequel on veut écourter le temps d'attribution de titres pour qu'il y ait la construction ainsi que la mise en place des infrastructures dans le secteur d'électricité. À cela, il faut ajouter aussi le volet de l'intégration régionale ainsi que de partenariats publics, privés qui sont incités par le gouvernement, mais aussi les relations avec les partenaires bilatéraux, notamment la Banque mondiale qui accompagne aujourd'hui le gouvernement congolais dans le programme M300, qui est un projet d'intégration régionale, mais aussi de donner l'électricité à plus ou moins 300 millions d'Africains. Mais à ce moment-là, la RDC pourrait bénéficier avec 82 millions des Congolais qui peuvent avoir accès à l'électricité, mais dans ce programme, 50% du coût global qui toucherait sur jusqu'à 2030, 36 milliards, 50% c'est pour que le secteur privé ait de la participation active dans cette activité-là. Donc voilà de manière résumée ce qu'on peut dire à ce stade. On restera encore un temps avec vous pour recevoir s'il y a des questions par rapport à ça. Merci. Merci, Excellence. Donc, merci, Excellence, pour vraiment cet aperçu général sur le programme du gouvernement. Mais alors, par rapport à ce que vous avez dit, il y a plusieurs questions qui naissent dans mon esprit et je pense que c'est aussi dans l'esprit de plusieurs de ceux qui sont ici. Vous avez parlé donc d'un axe au niveau des accords d'investissement et des incitations. Donc, je voudrais savoir, en fait, quels sont les mécanismes, donc 3 questions pour vous, quels sont les mécanismes d'incitation fiscale concrètement? Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui pourrait être fait par rapport au secteur minier ici, qui, lorsque le minier s'en va, pour essayer de combler ce déficit énergétique-là, aller sur des projets qui en réalité reviendraient à l'État normalement, mais va réhabiliter des centrales hydroélectriques ou en construire. Est-ce qu'il y a une incitation fiscale qui peut être faite pour que cette initiative continue? Alors, une autre question qui se pose est de savoir, vous avez parlé donc de partenariat public-privé, la question que beaucoup de Congolais se posent est de savoir comment le gouvernement va-t-il faire pour que les projets d'initiative privée d'origine congolaise puissent avoir une certaine primeur. Voilà. Alors, un troisième point, c'est de savoir de quelle manière est-ce que le gouvernement envisage que les investissements privés qui profitent non seulement à l'industrie minière puissent également profiter aux communautés locales. Concrètement, comment? Alors, merci. Merci beaucoup pour cette série de questions. Les mécanismes d'incitation, je pense qu'il y a un décret aujourd'hui qui est en application qui permet à ce que les projets d'électricité de construction puissent bénéficier de l'exonération pour tout ce qui est des équipements d'électricité. Je pense qu'il y a plusieurs projets ici, des entreprises minières qui ont bénéficié de ce mécanisme-là. Et à chaque fois qu'il y a que ce soit dans le secteur, que ce soit les privés ou les opérateurs publics qui sont lancés dans un projet de construction d'infrastructures électriques, ils bénéficient de cet arrêté interministériel signé par le ministère des Ressources hydrauliques et les Finances pour qu'il y ait ces exonérations-là. Et je pense qu'avoir une exonération en termes d'importation de produits des constructions, des infrastructures d'électricité, sur le coût d'investissement, ça joue un rôle assez important. Et nous avons beaucoup des entreprises minières qui sont dans des initiatives de développement des infrastructures d'électricité, que ce soit en appui au secteur public, qui bénéficient chaque jour de ces arrêtés-là.
Je pense que ça, c'est un mécanisme qui est déjà existant et que ça incite pratiquement aux opérateurs. Mais aussi, il faut associer à cela le code d'investissement. Le code d'investissement qui est clair là-dessus avec l'ANAPI. Pour certains nouveaux projets, le mécanisme est de toucher l'ANAPI, de faire la proposition sur ce dont on a besoin d'une exonération. Une fois que c'est validé, ça passe par le circuit de finances et puis ça nous revient. Et aussi, il y a ces facilités qui sont données. Donc ça, à ce stade, c'est ce qui est en train d'être fait. Par rapport à la participation de Congolais ainsi que l'incitation, je pense que dans les mécanismes de la loi aujourd'hui, de manière claire, ce n'est pas écrit, mais nous sommes en train de travailler sur de tests sur lesquels nous sommes en train d'imaginer un mécanisme de promotion. Et en mettant le guichet unique sur la projection de la nouvelle révisitation, nous comptons, bien sûr, quand on parle de Congolais, on voit des personnes morales de droit congolais sur notre territoire qu'il faudra peut-être nuancer. Mais nous sommes en train de mettre ce mécanisme en place pour que, avec le nouveau programme, par exemple, qui arrivera avec M300, que la participation du privé local puisse être prise en compte par ce guichet. Ça, c'est dans la réforme. Peut-être qu'il peut y avoir des nuances là-dessus. Pour la communauté locale, aujourd'hui, généralement, tout part par les accords d'investissement. Par faute ou par un certain vice juridique clairement dit sur la quotité qui doit être répartie, aujourd'hui, c'est sur les accords d'investissement, généralement pour des nouveaux projets, ça passe par un protocole d'accord où on définit avec le partenaire, pour le cas du partenaire public-privé, sur une quotité qui peut revenir aux entités locales. Par exemple, nous avons dans le sud le développement de la centrale de Boussanga, où pratiquement 10% de l'électricité devrait profiter au secteur local ainsi que via la Société nationale d'électricité. Nous faisons de suivi par rapport à cela, mais nous sommes en train de faire le nécessaire pour qu'il y ait une inscription claire au sein de la loi révisitée, que la quotité puisse être définie, parce que nous manquons certains tests d'application qui définissent effectivement quelle est la quote-part qui doit être donnée. Et ça, c'est la nécessité de la modification qui est en train d'être faite aujourd'hui. Merci, Excellence. Je pense qu'en regardant les visages de mes intervenants panélistes, il y a beaucoup de questions qui germent dans leur esprit, ainsi qu'au niveau de la salle. Donc, je vais me tourner tout de suite en fait, vers ceux qui ont réalisé des projets concrets. Donc, au niveau de Barrick Gold, nous avons parlé donc de cette centrale hydroélectrique qui a été réhabilitée. Alors, monsieur le professeur, donc monsieur Jean-Paul Ilunga, qui est ingénieur responsable des énergies chez Barrick, donc Ibadi Gold Mine, où il supervise la maintenance et la gestion des infrastructures énergétiques couvrant la production, le transport, la distribution et la gestion de l'énergie. Donc je me tourne vers vous, monsieur Jean-Paul Ilunga. Bon, encore une fois, bonjour et bienvenue. Alors, quelques questions pour vous. C'est quels sont les obstacles majeurs que Barrick Kibali donc a rencontrés dans le cadre des projets énergétiques qui ont été réalisés concrètement? Donc, quels sont les obstacles majeurs qui ont été rencontrés? Une seconde question serait par rapport aux incitations fiscales dont a parlé son Excellence, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité. Est-ce que ce sont des incitations, des incitants fiscaux qui ont été réellement observés, qui ont été concrets dans le cadre du projet que vous avez réalisé? Monsieur Jean-Paul Ilunga. Merci pour la parole, madame. Donc, comme vous venez de le dire et comme le ministre l'a dit tout à l'heure, donc, les obstacles qu'on a rencontrés, c'est par exemple pour les projets qui ont commencé bien avant, entre autres la construction de la centrale d'Enzoro 2, de la centrale d'Azambi, ainsi que la centrale d'Ambarao. On a connu le problème avec le taxe, donc c'était un peu élevé. Au début, je pense que s'il y a exonération, cela pourra permettre à ce que maintenant le projet
donc qu'on puisse bien évoluer avec les projets qui sont en cours, notamment le projet qu'on est en train de faire présentement là, donc la construction d'une centrale solaire qui a une capacité de 16 mégawatts, et aussi la réhabilitation de la centrale des Zoro 1, ou l'augmentation de la capacité de cette centrale qui présentement est en train de nous produire quelque chose comme 600 kW qu'on veut accroître jusqu'à 4 MW. Je pense qu'avec l'exonération des taxes, cela pourra nous permettre de pouvoir évoluer correctement. Mais les obstacles majeurs que nous sommes en train de connaître, c'est entre autres par rapport à notre position géographique. Nous sommes vraiment enclavés. Et là où nous sommes, donc l'énergie que nous sommes en train de produire, elle nous sert que nous seuls, donc le minier, juste avec la communauté environnante. Et si on voulait aller au-delà, parce que on est là, si on veut aller au-delà, donc on ne saura pas vraiment distribuer cette énergie à d'autres communautés, vu qu'il y a un problème sérieux des infrastructures de transport d'énergie. Parce que sur ces coins là-bas, donc la SNEL n'a jamais existé, et donc il n'y a aucune infrastructure de transport qui peut nous permettre de pouvoir transporter l'énergie que nous sommes en train de produire pour ces... Plus d'une centaine de CEO, de CXOs, d'entreprises minières à travers le monde, pour faire un rating, on va dire, des 10 risques et enjeux majeurs auxquels ils doivent faire face sur les 5 à 10 prochaines années. Aujourd'hui, le rapport est sorti il y a quelques semaines et il met en évidence en fait que l'industrie minière globale dans le monde, notamment en RDC, se retrouve sous une contrainte très forte sur le plan financier, environnemental, technologique et géopolitique. Évidemment, ça se joue en RDC, sans rentrer dans les détails. Alors sur le plan financier, pour la première fois, la majorité des CEO ont évoqué que l'accès au capital est devenu un véritable problème pour eux, à long terme, c'est-à-dire que, pour traduire, l'investisseur lambda sur les marchés financiers aujourd'hui n'est plus prêt à mettre de l'argent dans une mine qui pollue. Voilà. Donc l'enjeu environnemental également est très fort parce que bon, les standards en matière de reporting financier aujourd'hui obligent toutes les entreprises, les industries extractives à être larges, de donner un certain nombre d'indicateurs qualitatifs dans leurs états financiers. Donc la pression est très très forte pour toutes ces entreprises aujourd'hui d'extraire, de produire et de transformer proprement. Okay. Et ensuite, évidemment, on sait que nous sommes aujourd'hui sur un cycle, parce que bon, c'est vrai, lorsqu'on parle d'entreprise minière, il faut analyser, je dirais presque minerai par minerai, à savoir quel est le modèle industriel énergétique qui est associé. En RDC, par exemple, on parle des batteries minérales. Là, on parle essentiellement du cobalt, du lithium et du nickel. Pour le cobalt, il faut savoir que les cycles, on est en train d'entrer dans un cycle long avec des tendances de cours à la baisse. Pour quelles raisons ? Évidemment, l'hyperdépendance au cobalt va devenir un problème géopolitique majeur, mais aussi le surstockage de ce minéral par les Chinois et du fait qu'ils ont aujourd'hui toutes les usines de transformation, mais surtout qu'ils sont en train de réécrire le modèle de la batterie électrique. Personne n'est en train de le voir, mais ils ont déjà pris des décennies d'avance aujourd'hui par rapport à l'Europe. Et tout ça fait que, comme ils ont fait dans le bois il y a 20-30 ans, ça va avoir une forte incidence sur le prix du cobalt à travers le monde. Donc, et ça, c'est important de le savoir pour les miniers, parce que la question est de savoir est-ce qu'ils auront un appétit à investir dans l'énergie en RDC. Ensuite, nous avons le lithium. Le lithium, par contre, lui, il n'y a pas encore aujourd'hui de véritable substitutif. Et donc là, on sait que les cycles, on va dire le cycle long des cours de lithium va rester relativement soutenu, ce qui est quand même intéressant pour notre pays. Mais à contrario, on sait que le modèle énergétique du lithium est extrêmement important et intensif. Donc on peut difficilement avoir une usine de transformation de lithium avec du solaire, par exemple. Ça, c'est juste pour la petite histoire. Et enfin, le cuivre parce que je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Pour le cuivre, en tout cas, on sait, en tout cas d'après les études, que avec l'écosystème en plein essor de l'intelligence artificielle, la demande va être extrêmement soutenue pour probablement 100 ans. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'a pas suffisamment de câbles marins, on sait qu'on n'a pas suffisamment de bandes passantes, et on sait que le cuivre va continuer, en tout cas, à prospérer en termes
de cours de bourse. Voilà, donc ça c'était un petit peu le contexte. Alors, parlant de tout ça, aujourd'hui, est-ce que les miniers ont un véritable appétit, sachant qu'il y a toutes ces contraintes sur eux, à véritablement se lancer, à donner de la lumière? Bon, ils ont une contrainte évidemment qui est les contraintes ESG, parce qu'ils doivent, ils doivent d'abord se fournir en énergie, et ils doivent également laisser une empreinte sociale, environnementale, etc., qui soit positive. Ensuite, ils ont les contraintes de décarbonation, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui expliquer à un consommateur pour produire une batterie qui est censée mener le monde vers un net zéro, qu'on va utiliser du fuel. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, aujourd'hui, il existe effectivement des modèles de financement et de développement tout autour du PPP, hein, et j'ai ici un certain nombre de modèles qui existent, mais je pense que la véritable question, c'est que l'écosystème, c'est-à-dire la part des pouvoirs publics, du secteur public, joue le jeu en termes de réglementation, en termes d'incitation, etc., pour catalyser l'appétit de ces entreprises qui sont déjà sous très fortes contraintes, de véritablement jouer le jeu, d'apporter la lumière dans le pays. Merci. Si je peux me permettre encore... Je crois que je vais vous le rendre. Si je peux me permettre de revenir encore... par exemple, le ministre a souligné le protocole d'accord qui a été signé récemment avec TFM. Qu'est-ce que vous en pensez, ce partenariat-là? Parce que vous parlez justement du fait que les miniers ont très peu d'appétit, hein, mais ici, il s'agit quand même de 1,5 milliard de dollars qui va être investi pour un projet dans le secteur de l'énergie. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je ne suis pas un industriel des mines, hein, évidemment, moi je suis juste consultant et auditeur, mais je ne peux que saluer ce genre d'initiative. Je pense que ce genre d'initiative est tout à fait positif pour catalyser justement l'appétit des miniers de se lancer aussi dans ce genre d'investissement. Donc je ne peux que répondre oui, hein, je pense. Maintenant, je pense que les miniers autour de moi pourront aussi donner leur point de vue. Je vais donc me tourner ici vers Kamoa. Donc, bonsoir, professeur. Alors, je vais vous laisser en 2 minutes vous présenter par rapport à Kamoa et donc un peu réagir par rapport à ce qui se dit en termes de responsabilité sociale des miniers dans le secteur énergétique, dans le cadre des politiques mises en place par Kamoa précisément, et de quelle manière les communautés locales ont pu en bénéficier, et quels challenges vous avez également rencontrés à votre niveau lorsque le projet a été mis en place. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Je suis Jean-Pierre Nzourou, je suis directeur technique d'Ivano Mines Energy et je suis aussi professeur à la faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa. Merci pour vos questions. Et je vais d'abord donner des chiffres. Ivano Mines Energy est en relation avec SNEL par un accord de financement depuis 2014. Nous sommes impliqués comme d'autres miniers, nos amis miniers, à la réhabilitation d'à peu près 256 MW de puissance installée à la SNEL. Et tous les autres miniers, ensemble, nous sommes impliqués à peu près 820 MW de puissance installée. Il y a des projets qui sont terminés, il y en a qui sont encore en cours. Par exemple, les G25 Dinga 2 qui rentrent sur les réseaux en juin 2025. Je vais un tout petit peu parler des avantages de ces partenariats. Le premier avantage, c'est que la SNEL a accès aux capitaux. Nous mettons à la disposition des SNEL de l'argent pour qu'elle réhabilite ces infrastructures. Deuxièmement, SNEL a accès aux ressources financières. Sur les 100% des factures que nous payons par rapport à l'énergie que la SNEL nous fournit, 40% vont au service de la dette, 50% rentrent à la SNEL et 10% rentrent aussi à la SNEL pour assurer la maintenance des infrastructures. Et ainsi, nous bouclons la boucle. Et donc, la SNEL, bien sûr, ça pèse sur elle, mais la source de financement qui lui permet de rembourser les financements vient du minier lui-même. Donc, nous réhabilitons ces infrastructures, nous lui apportons de nouvelles ressources. Avec ces nouvelles ressources, elle nous rembourse la dette.
Maintenant, vous parlez de communautés locales. Ici, je dois être franc. Nous connaissons tous qu'il y a un déficit en énergie électrique. Déjà, nous-mêmes, en tant qu'opérateurs miniers, nous sommes incapables de rentrer dans notre demande. À plus forte raison, de satisfaire les communautés locales. Néanmoins, Kamoa a un programme très ambitieux pour les communautés locales, pour l'agriculture, la pêche et même pour l'énergie aussi. Je donne l'exemple d'un projet d'une microcentrale dans la région de Moussokatanda qui sera prise en charge par ce qu'on appelle cahier de charges. Et les derniers points, ce sont des petites difficultés que nous avons. Excellence, merci beaucoup pour votre accompagnement sur l'exonération. Mais je dois vous dire que nous éprouvons encore des difficultés dans les retards. Dans le projet, nous avons dû payer plus d'1 million en full tax parce que l'exonération arrivait en retard. Et pas plus tard que 2 jours, la dernière liste sur le projet Statcom qui a été envoyée par les ministres des Finances ainsi que vous à la DGDA est incomplète. Sur 20 millions de CIF, l'exonération ne concerne que 3 millions. Donc, permettez que nous revenions encore à vous pour solliciter la correction. Merci. Merci beaucoup, professeur. C'est très... Alors, je vais me tourner, puisque vous parlez de la SNEL et de ce que les miniers lui apportent en termes de financement, je vais me tourner donc vers M. Fabrice Lusinde, le directeur général de la SNEL. Et vous êtes expert, Monsieur Lusinde, vous êtes expert dans les questions énergétiques. Vous avez une connaissance approfondie du marché qui intègre également des pôles régionaux tels que Southern Africa Power Pool, pôle énergétique de l'Afrique centrale, Eastern African Power Pool, donc diplômé en sciences d'ingénierie industrielle, et votre expertise est enrichie par diverses spécialisations dans le secteur de la sécurité, de l'information et de la modélisation énergétique. Donc ici, Monsieur Lusinde, la question qui vous revient ici, et donc le ministre a parlé donc, de ce cadre où on voudrait essayer un peu de redynamiser la SNEL, et il a parlé même donc d'un cadre où on voudrait diminuer, sinon pas suspendre pour un temps la fiscalité sur la SNEL pour lui permettre de redémarrer. Mais de l'autre côté, les acteurs du secteur minier disent que vous avez de l'argent finalement. Vous en avez. Alors, que dites-vous de tout cela? Quels sont les commentaires que vous apportez à ce qui a été dit par le secteur des mines ainsi que le ministre? Merci et bon après-midi à tous. Alors, je pense qu'on ne peut pas aborder le sujet sans parler de ce qu'il représente chaque année en termes de dépenses. En RDC, on dépense 6 milliards de dollars à peu près par an pour l'énergie. 4 milliards pour le Makala, 1 milliard pour les produits pétroliers et 1,2 milliard pour l'électricité. Nos clients miniers achètent de l'énergie à la SNEL pour à peu près 800 millions de dollars, mais à côté de ça, ils dépensent 200 millions d'importation d'électricité, et selon nos calculs, ils dépensent également 500 à 600 millions de dollars de produits pétroliers pour faire tourner leur parc thermique, parce qu'on n'en parle pas ici, mais ils ont tous un parc thermique très important. Ce serait intéressant de connaître la puissance installée du parc thermique de l'ensemble des miniers. Et au final, on se rend compte que les miniers ont dépensé sur les 5 dernières années 4 milliards de dollars à peu près pour importer de l'électricité d'Afrique australe et acheter des produits pétroliers pour compenser leur production. Donc l'argent pour investir dans l'hydroélectricité, il est ici au Congo, il est dépensé par les miniers tous les jours, mais il n'a pas été fléché vers le bon secteur. On a eu, il y a quelques années, M. Andrew Forrest qui est venu ici au Congo parce qu'il était intéressé par le développement du projet Inga. Mais son intérêt pour le projet Inga, c'était
produire de l'hydrogène pour pouvoir décarboner l'industrie sidérurgique australienne. Et lorsqu'on a eu à lui poser des questions, il a demandé quelles questions on avait. Moi, je lui ai dit, mais si je comprends bien, vous êtes un géant de la sidérurgie, vous allez de l'extraction du fer à la transformation, et en fait, vous considérez le site d'Inga comme un gisement d'hydrogène. Donc, en réalité, ce pays qui est le nôtre, c'est le plus grand gisement d'électricité du monde, ou l'un des plus grands du monde. Mais on passe tout à fait à côté. Donc, nos partenaires miniers préfèrent importer du carburant pour faire tourner leur parc thermique, plutôt que d'investir dans l'hydroélectricité. Et la vraie question, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi les miniers, depuis autant d'années, ont dépensé à peu près 4 milliards de dollars pour importer de l'électricité et acheter du carburant. C'est la question que je me pose. Nous avons travaillé avec eux ces derniers mois, cette dernière année, on va dire, pour élaborer le master plan, pour voir dans quelle mesure on peut fiabiliser l'approvisionnement en électricité des infrastructures qu'ils ont réhabilitées pour eux. Ils l'ont dit ici, les miniers n'ont pas forcément, en tout cas l'industrie minière que nous avons au Congo, parce que c'est une industrie minière extractive. Leur vocation, c'est extraire le minerai et l'amener ailleurs. Ce n'est pas forcément de transformer le minerai ici et créer de la valeur ajoutée ici. Je crois qu'ils ont été très clairs, l'un et l'autre. Kibali a dit, on a réhabilité des centrales, mais bon, le transport, ce n'est pas notre truc. Il faut que la SNEL arrive. Et le prof Nzuru a dit ici, oui, nous déjà on est en déficit, donc on ne voit pas comment on va appuyer le reste. Donc en gros, la vraie question, c'est de dire comment ensemble, et ça je pense que son Excellence le ministre l'a dit ici, c'est réfléchir à la manière dont on va convertir tout cet argent qui est dépensé pour l'énergie dans l'investissement d'unités de production d'hydroélectricité. Hier, on m'a demandé de faire un pitch sur la COP 29. J'ai dit, bon, la COP 29, elle est quasiment finie, passée. Parlons de la COP 30 à Belém. Et la question, c'est l'enjeu de la RDC, c'est RDC Pays Solutions. Pourquoi investir dans l'hydroélectricité? Parce qu'en réalité, 97% de l'énergie consommée au Congo se fait sous forme de bois énergie, c'est-à-dire en détruisant la forêt. Et ça représente 4 milliards de dollars. Donc le marché est là. Le retour sur investissement est garanti. Et nous avons fait des petites expériences dans les endroits où nous avons mis des compteurs, etc. On s'est rendu compte que les clients, les ménages, réduisaient leur consommation de Makala. Donc nous n'arrivons pas aujourd'hui, c'est tout l'enjeu, ça va être de voir comment, avec des mécanismes qu'offrent par exemple les banques multilatérales, la MIGA et d'autres fonds de garantie, comment on va arriver à convertir les 4 à 5 milliards de dollars dépensés en RDC pour du bois énergie, pour des produits pétroliers, pour les miniers, pour soutenir leur demande, en unités de production d'hydroélectricité. Donc sur les autres questions, la dette, etc., on ne va pas s'étendre, mais pour moi l'enjeu ici, c'est de dire clairement, nous avons une opportunité, les miniers ont dépensé 4 milliards de dollars ces 5 dernières années pour acheter de l'énergie sous forme de produits pétroliers ou d'importation. Pourquoi ça n'a pas été investi? Et c'est une façon de passer le relais à mon frère Eric Monga qui, lui, recherche désespérément 150 ou 200 millions de dollars pour construire son unité de production qui pourrait servir directement ces mêmes miniers. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Je pense qu'on pourrait y passer encore quelques heures. Donc, mais vous avez lancé la question, donc les miniers ont lancé la question vers le secteur public, aussi bien au niveau du gouvernement que
de la SNEL. Et je veux me tourner vers le patronat d'abord. Monsieur Eric Monga, vous êtes directeur général d'une société dans le secteur de l'électricité, Kipaï, mais vous avez également cette casquette de vice-président de la commission Mines et Énergie, hein, au niveau de l'AFEC. Donc, qu'est-ce que le patronat pense un peu de ce que vient de dire monsieur le directeur général, en fustigeant d'une part le manque d'appétit du secteur minier et on va dire, ses financements qui sont orientés vers eux-mêmes et pas vers les communautés locales finalement, parce qu'après on dit, bon, les infrastructures, c'est pas nous. Et puis aussi une grande partie de ces investissements qui pourraient être utilisés pour réellement des vrais projets dans le secteur hydroélectrique. Monsieur Eric Monga. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ma compréhension est la même, mais je crois que tout le monde ici essaie de mettre les avantages comparatifs ou bien les opportunités d'investir dans l'un ou même le modèle économique de ne pas investir dans le secteur de l'énergie. Si vous me permettez, je commencerai d'abord par un fait très important. Et là, je voudrais quand même être réel. Je ne voulais pas parler de la conception, mais je veux parler de ce qui se passe sur le terrain. C'est au sujet des mesures incitatives et de la fiscalité. Et je suis d'accord avec le ministre quand il a parlé du guichet unique, parce que nous avons l'impression, nous qui sommes dans les secteurs, que les institutions, les bureaux de l'État, si je peux le dire, sont en train de se battre autour du développement du secteur de l'énergie pour tirer des taxes l'une de l'autre, et ça plonge le secteur rapidement. Et avec un guichet unique, on pourra peut-être harmoniser ou tendre à l'harmonie où on a un seul point de paiement et tout le monde est content. Nous ne pouvons pas imaginer que les gens aillent jusque même à la Cour d'État pour que nous puissions payer quelque chose. Ce qui fait que notre pression arrive jusqu'à 50-54% de la fiscalité. Et je voulais revenir sur les autres incitatifs, et c'est très important. Monsieur le professeur Nzuru l'a dit, les projets en énergie électrique prennent du temps, surtout en hydro. Alors, lorsque nous avons des avantages fiscaux à l'importation des équipements, des biens ou même de l'énergie, on nous les limite à 5 ans. Et après 5 ans, nous devons refaire encore à zéro. Imaginez-vous si vous êtes lancé dans un projet d'hydroélectricité, après 2 ans d'études ou 3 ans d'études, vous devez soumettre une liste. Lorsque vous la soumettez, une année après, elle tombe. Vous devez refaire à nouveau. Et ce qui fait que si les équipements sont en cours de route, vous devez payer une surtaxe. Je connais même une société qui a payé une surtaxe de 20 millions de dollars parce que tout simplement, il y avait une année de différence entre l'ancien décret d'exonération et le nouveau qui a été pris il y a quelques jours. Et beaucoup de contentieux douaniers, fiscaux, sont nés à cause de ça. Ça, c'était l'incise. Des deux, moi j'aime beaucoup les études prévisionnelles, et ce qui donne, j'ai entendu de Baraka, que les sociétés minières n'auront plus l'appétit d'investir dans l'hydroélectricité. Peut-être en comparant avec ce que le directeur de la SNEL a dit, que les sociétés minières perdent de l'argent en mettant ailleurs et pourtant pouvaient investir dans l'hydroélectricité. C'est ça que la beauté des études, des contradictions pareilles. Mais moi, j'en mets un troisième élément. C'est que l'hydroélectricité sera toujours l'énergie la moins chère du monde, et surtout dans le temps. Ce qui fait que le potentiel en abondance que nous avons en RDC fera que même le commerce international, parce que l'opérateur économique, il minimise les coûts et maximise les recettes. Peut-être pas dans le cas minier maintenant, mais à plus tard, ceux qui produisent dans le charbon, qui produisent dans le gaz, ainsi de suite, ils iront chercher l'hydro. Parce que c'est moins cher à terme. Donc, tout le monde a intérêt à investir dans l'hydro pour l'instant, peut-être dans le mix énergétique, si les conditions climatiques ne se donnent pas à ce qu'il y ait une tendance à l'hydro à tout moment. D'où on aura toujours cet intérêt à investir dans l'hydro, quelles que soient les tendances que nous aurons. L'hydro est pour moi le facteur abondant. Et ce que je dis,
c'est intéressant, mais il y a encore un autre problème dans notre pays. Autour de notre pays, tout le monde développe, parce que nous ne sommes pas seuls à avoir l'eau en abondance. Tout le monde développe des grosses capacités autour de la RDC. Et nous, non. Tous les pays autour de la RDC développent des grosses capacités pour que le Congolais puisse consommer leur hydro. Et pour que peut-être les projets ne naissent pas au Congo, parce qu'on ne voit pas l'opportunité à naître un projet sur 10 ans, tandis que je peux avoir demain ou après-demain, à court terme, de la Tanzanie, de l'Angola, du Congo-Brazza. Nous gardons notre capacité de production. Depuis, on a augmenté de 400 MW. C'est insignifiant sur 37 ans. Insignifiant. La population a augmenté, les besoins ont augmenté. Mais tous les pays autour de nous ont augmenté et nous ont même dépassé de loin. Et nous, on ne produit pas. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons des initiatives au niveau local. Nous voulons créer et nous créons une masse critique des Congolais qui pouvons rassurer les institutions ou même l'économie ou même les sociétés minières à nous financer pour que nous puissions épauler l'État à construire de nouvelles capacités parce que c'est libéralisé. Et pour cela, nous avons besoin de l'État. Nous avons besoin de résoudre tous ces problèmes fiscaux. Nous avons besoin de résoudre tous ces problèmes qui peuvent naître de part et d'autre pour que nous puissions rassurer celui qui peut me donner l'argent parce que l'argent ne coulera vers celui qui lui en rapportera le plus, ça veut dire le moins cher, ça veut dire l'hydro. Merci. Merci. Monsieur, je veux juste cours derrière corriger. le temps, si vous permettez. Alors, ça sera pour 30 secondes. Je vous laisse parler. 30 secondes. Juste corriger, je n'ai pas dit que les miniers ne voulaient plus investir dans l'hydro. J'ai dit qu'ils étaient sous une série de contraintes aujourd'hui qui fait que leur choix d'investissement pourrait évoluer. Et l'hydro, comme tout le monde le sait, c'est capital intensive. Donc leur comportement peut être appelé à évoluer. C'est ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Donc, en fait, nous sommes vraiment à la fin de ce panel. Il a été relevé ici qu'il y a, en termes de défis, je parle ici par rapport à Kibad, qui faisait état de défis au niveau infrastructure. Il a été relevé des défis au niveau administratif, certaines lourdeurs administratives pour les dispositions fiscales existantes actuellement et les exonérations. Le patronat ici a relevé aussi pas mal de problèmes en se disant que, voilà, à l'extérieur, dans les pays avoisinants, il y a un développement des structures énergétiques locales, mais en RDC, il n'y a rien qui se fait. Donc, en fait, et nous revenons ici aussi, une question qui a été posée ou un problème qui a été posé, c'est vraiment qu'il y a un véritable défi pour le secteur minier d'obtenir des financements en ce qui concerne les infrastructures hydroélectriques ou investissements dans le secteur de l'énergie, qui fait qu'il y a évidemment un appétit qui est un peu plus freiné au fur et à mesure du temps. Et donc, ici, le gouvernement nous a annoncé des réformes au niveau législatif. Bien sûr, ces réformes sont parfaitement bien accueillies. Il nous a annoncé évidemment qu'il y aura de plus en plus d'initiatives de partenariat public-privé sur le modèle tel qu'a été fait avec TFM et au niveau de l'entreprise publique concernant la production du service public de l'énergie. Il a un peu fustigé le comportement de tous les utilisateurs en matière d'énergie électrique, chacun d'entre nous, tout comme le secteur minier, où il y a moyen d'investir sur des solutions plus durables et moins coûteuses. Mais malheureusement, il n'y a pas de mécanisme réel qui est mis en place pour arriver à citer. Je voudrais savoir un peu au niveau de la salle s'il y a quelques questions. Je prendrai deux questions. Il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Deux questions. Madame, priorité aux dames. Madame, s'il vous plaît. Donc, je vous laisse 30 secondes pour une question. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis Priska Makila, je suis ingénieure en électronique industrielle et également inventrice. Je suis CEO de Kim Engineering,
qui est une entreprise qui évolue dans les nouvelles technologies. Nous avons mis en place une logette intelligente qui permet de gérer automatiquement l'électricité de la maison. Une invention qui a fait ses tests aujourd'hui, ça fait 1 année, et qui a été reconnue au niveau mondial par Forbes. Alors, d'abord, ma question, je m'adresse au directeur général de la SNEL. J'ai vu le chiffre 4 milliards de dollars qui part dans les Macala, alors que la SNEL n'a que 2 milliards de dollars. En gros, c'est 6 milliards qui sortent. Alors, grâce à votre initiative de compteur, selon vos dires, vous avez dit que vous avez pu optimiser la consommation de l'énergie et les gens commencent à consommer avec beaucoup de responsabilités grâce au compteur. Alors, nous avons également vu récemment un article de la Banque mondiale de juillet qui dit que la SNEL compte installer des compteurs intelligents afin d'optimiser l'électricité, bien sûr. Alors moi, ma question, elle est celle-ci. Est-ce que vous avez prévu prendre des compteurs intelligents aussi localement ou soit vous allez commander toute cette demande-là à l'étranger? Merci. Je vais les prendre tout d'un coup. Je pense qu'il y avait encore une question d'enfant, madame. S'il y a un moyen de donner un micro. Et puis je prendrai la question de monsieur ici à la fin. Merci. Merci. Je suis Mukobo Catherine, directrice exécutive de la CERD, qui est l'Association congolaise pour les énergies renouvelables et décentralisées. Ma question va s'adresser à monsieur le ministre. Nous avons, sous votre tutelle, un groupe de travail qui s'appelle le GTRD, dans lequel toutes les discussions ou toutes les remarques qui ont été faites aujourd'hui pourraient être discutées et pourraient trouver des pistes de solutions. Pouvez-vous nous garantir qu'au sein de ce groupe de travail dont vous avez la tutelle, nous pourrons aboutir à des solutions, de réelles pistes de solutions pour les problèmes qui ont été posés par les miniers, par le secteur privé, en sachant que nous voulons aboutir à un mix énergétique pour la RDC. Merci. Dernière question pour monsieur ici. Merci pour la parole. Je m'appelle Justin Kabangui, je suis directeur général des Swiss Home Academy et je suis représentant au pays de plusieurs universités françaises et universités suisses. Et nous avons eu la chance d'accompagner notre gouvernement ici dans le cadre des systèmes LMD pour dire que la RDC a évolué énormément pour s'aligner dans le cadre de la formation. La RDC fait beaucoup de choses pour que sa jeunesse se retrouve dans tout ce que nous faisons aussi. Et donc, ma question va tout droit au ministre et aussi au directeur général de la SNEL. Aujourd'hui, notre jeunesse peine à trouver de l'emploi, peine à que ses compétences soient acceptées, des fois, et le peu d'ingénieurs que nous avons dans le pays ne suffisent pas pour répondre aux enjeux aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons essayé de venir sur le terrain et de créer une structure pour appuyer en privé et apporter et proposer des concepts pour qu'un jour, pourquoi pas, la SNEL former ces ingénieurs ou dans le cadre de renforcement des capacités. Donc, ma question est de savoir quelle est la place de la formation, vraiment la formation dans le contexte actuel pour que cette jeunesse, pour que les spécialistes qui sont dans nos entreprises, dans nos sociétés, puissent avoir cette main libre d'être vraiment acceptés sur le terrain et qu'ils répondent aux enjeux aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui, la SNEL, de collaborer avec les secteurs privés dans le secteur de l'enseignement? Parce que nous l'avons déjà fait avec l'État et nous voulons maintenant appuyer avec ces partenaires extérieurs qui sont prêts à travailler avec le ministre, parce que son Excellence, tout ce qu'il nous vient nous dire ici, en tout cas nous le félicitons, de réguler les choses. Nous sentons que les entreprises ont des exonérations et puis effectivement nous voulons aussi que l'impact soit au niveau social.
Et maintenant, allez-vous soutenir ces initiatives de former la jeunesse congolaise à travers des structures privées et publics qui sont prêts à accompagner le projet actuel? Merci beaucoup. Merci. Donc, Excellence, je pense que la primeur est pour vous. Pas mal de questions ont été adressées. Nous manquons vraiment de temps et il y a des contraintes. Son Excellence et d'autres panélistes ici sont attendus pour d'autres panels. Donc, du coup, souffrez que les réponses qui seront données soient extrêmement succinctes. Merci beaucoup. Je pense que la question qui a été posée par la CERD, oui, effectivement, les questions ou la réflexion versée sur le secteur de l'électricité, à notre niveau comme politique publique, ça se résume en tout simplement la réforme. Et les questions de réforme, nous les partageons, aussi bien qu'avec ACERD, avec qui nous échangeons. Et surtout, nous nous activons à le réaliser, parce qu'aujourd'hui, nous disons que toutes ces informations qu'on vient de donner ici, nous avons déjà un dossier ouvert en commission interministérielle, ECOFIR d'abord, et puis après qui ira en commission de loi, sur la réforme de la loi. Seulement, nous allons faire des ateliers bien avant ça pour que les parties prenantes puissent aussi intervenir là-dedans. Parce que il s'agit de deux choses. Vous avez parlé de l'incidence sur le secteur public et l'incidence aussi sur le secteur privé. Et la réforme reste la solution pour une politique d'incitation, que ce soit tant pour le secteur privé, tant pour le secteur public. Le secteur public, tel que vous avez vu, est buté à certaines contraintes du fait que nos propres lois ou nos propres dispositions ont créé un engrenage qui bloque. Que ce soit la participation de l'État client, parce que peut-être que le directeur général de la SNEL pourrait insister là-dessus. Il y a une certaine trilogie que les entreprises publiques souffrent. L'État puissance publique, l'État client et aussi l'État actionnaire. L'État puissance publique qui veut des bons prix, des bons tarifs, qui ne crée pas de la gronde sociale, mais l'État client qui consomme aussi, mais peut-être avec des soucis de paiement, mais après l'État actionnaire qui veut des résultats pour ses mandataires et tout consort. Mais il faut mettre cet équilibre. Mais ça passe par des réformes. Il y a des décisions ambitieuses qui doivent être prises par le gouvernement aussi. Et c'est ça que nous sommes en train d'y travailler, parce que les décisions qui incombent à notre secteur ont un caractère transversal, qui touche par exemple, quand on parle de finances publiques, cette réflexion doit être étalée avec d'autres collègues. Il y a des réformes sectorielles, mais aussi des réformes qui demandent de la transversalité. Mais du point de vue de l'échange, bien sûr, il y aura des plateformes, et on le fait assez souvent, et on va présenter, on va faire des ateliers de vulgarisation qui vont montrer les contenus et les bien fondés. Déjà, le fait de parler, par exemple, ici de guichets uniques, on a relevé un point essentiel, et aujourd'hui, on a tellement de problèmes, des contentieux qui pouvaient être évités si seulement les choses étaient bien faites. Par rapport à la formation, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est la formation qui reste le pilier du développement. Parce que c'est le savoir-faire qui crée la... Tout ce que nous sommes en train de chercher comme technologie à gauche, à droite, de l'importation de la connaissance, c'est parce qu'il y a un certain savoir-faire. Et la formation, le renforcement des capacités reste le socle du développement. Nous avons un programme, peut-être que malheureusement que M. Zefak s'est déplacé, nous avons un financement agré. Et dans le financement agré, on a fait la réqualification, bien sûr avec la Banque mondiale, pour qu'il y ait une quotité qui va dans la formation et le renforcement de capacités. Le professeur Nzuru et même moi-même, on peut certifier que si on ne prend que 2 facultés polytechniques de la RDC, de 1960 à aujourd'hui, ça n'a pas formé plus de 2000 ingénieurs. Et aujourd'hui, si on doit lancer les INGA et si on doit aller dans le projet compact, on va importer de la compétence. Vous voyez? Alors, on doit anticiper, parce qu'aujourd'hui, former un ingénieur, c'est 3 ans. Et il faudra aussi repenser l'éducation. Ça veut dire on doit l'axer sur la compétence, parce qu'aujourd'hui, vous avez un ingénieur civil qui sort des universités, mais il sera déboussolé s'il va à la SNEL.
Pourquoi? Parce que la formation l'a orienté plus sur autre chose, mais la réalité et les solutions dont on a besoin pour avoir un bon maintenancier, il faut encore 3 ans de plus pour ce même ingénieur. Et pourtant, s'il y avait une formation axée sur la pratique, axée sur ce dont l'opérateur du futur aura besoin, on aurait capitalisé les 3 ans de formation supérieure à le refaire. Donc, non seulement qu'il faut trouver de l'investissement, mais aussi il faut refaire le curricula et le contact entre les entreprises. Des exemples simples. Aujourd'hui, la plus grande révolution dans les secteurs de l'énergie, qui est faite aujourd'hui avec l'énergie osmotique, où vous avez l'eau douce et l'eau saline, qui peut-être d'ici 2 ans va faire de la compétitivité sur tout ce qu'on a comme photovoltaïque, c'est fait par des jeunes étudiants français. Mais dans les 2 prochaines années, ça sera peut-être la source d'énergie la moins chère au monde. Donc, et ce sont des jeunes qui n'ont pas eu le niveau du bac. Donc ça, c'est pour dire qu'il faudra axer la formation sur des vraies compétences et mettre un partenariat où et les formateurs et ceux dont qui ont besoin, tels que les miniers et tout, donnent un cahier des charges aux institutions universitaires pour le faire. Ça a été fait à une certaine époque, mais seulement qu'on n'a pas suivi. Si vous regardez la formation des ingénieurs en RDC, elle était axée. Le Sud, on ne formait que des ingénieurs pour l'activité minière et à l'Ouest pour les autres types d'industries. Mais après, on n'a plus suivi. C'est-à-dire l'incidence du consommateur, de l'intellectuel, du marché de l'emploi, considéré comme un emploi, doit avoir l'incidence sur le curricula que l'on donne à nos jeunes étudiants. Mais pour répondre au niveau du gouvernement, nous avons fait des lignes claires sur lesquelles nous allons venir en appui tant à l'université de Lubumbashi que de Kinshasa et d'autres institutions qui forment des ingénieurs dès l'entame de 2025. Merci. Merci beaucoup, merci Excellence. Donc, nous sommes à la fin de ce panel. Nous nous interrogions ici sur la question de savoir de quelle manière est-ce que les miniers pouvaient répondre à la question du déficit énergétique et que ça puisse contribuer aux communautés locales. Il y a encore une question pour vous, Monsieur le Directeur Général, excusez-moi. Alors, je vais compléter Son Excellence, Monsieur le Ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité. Donc, il a parlé de la formation. Et elle fait partie des priorités de la SNEL parce qu'on doit mettre en place un plan de relève. Donc, le prof Nzuru est là, nous sommes en train de discuter, et ça avait été le cas déjà avec Son Excellence, Monsieur le Ministre, donc le protocole d'accord avec l'UNIKIN, donc pour renouveler le protocole d'accord. Nous avons signé un protocole d'accord avec John Cockerill et l'Université de Liège. Nous sommes en train de mettre en place un grand programme avec ICHEC et KDA pour recycler à peu près 2000 agents de la SNEL sur les différents métiers, gestion de projet, commercialisation, etc. Donc la SNEL préside le comité électrotechnique national en RDC et donc nous serons ravis de recevoir votre offre. Comme l'a dit Son Excellence, on n'a pas encore suffisamment formé d'ingénieurs et même quand on parle de substituer le Makala par le bois énergie, ça veut dire avoir des ingénieurs ou des techniciens partout dans tous les territoires, donc du plus petit des territoires au plus grand. Maintenant, Madame, je vous félicite pour l'innovation et de ce dont vous avez parlé. SNEL s'inscrit dans un programme de digitalisation qui est indispensable aujourd'hui. Nous avons énormément de pertes techniques dans les réseaux de distribution, c'est des vieux réseaux. Nous avons beaucoup de courants homopolaires, c'est-à-dire qui vont directement dans la terre, etc. Et on doit absolument installer des compteurs communicants partout. De la même façon qu'avec nos clients miniers, on est dans un programme de mise en place de SCADA, etc. C'est indispensable. On a lancé un premier appel d'offres. Je pense que vous pourriez encore postuler. Donc, c'est jusqu'au 3 décembre, je crois. Mais aujourd'hui, SNEL officiellement n'a que 1 million de clients. En réalité, nous avons certainement 3 ou 4 millions de clients qui sont raccordés frauduleusement et autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parc de compteurs communicants de la SNEL, c'est 200 000. Donc il y a 3 800 000 à installer dans les 4 ou 5 prochaines années, mais il faut les produire, il faut les financer. Et je vais peut-être retendre le micro à Son Excellence, Monsieur le Ministre, parce qu'il y a un point peut-être qui vous a échappé dans sa présentation.
il avait insisté sur la question de la chaîne de valeur de l'industrie de l'électricité. C'est-à-dire qu'en dehors de produire de l'électricité, la RDC doit de mettre en mesure de faire le montage de compteurs, le montage de transformateurs, etc. Mais je pense que son Excellence va peut-être reparler de ce dernier point, si vous permettez. C'est très important parce que ça fait partie des piliers dont il a mentionné tout à l'heure. Tout à fait. Oui, merci DG d'avoir insisté sur ça. C'est-à-dire que dans tout ce que nous sommes en train de faire dans l'axe de redynamiser notre secteur, on veut que l'essentiel de la chaîne de valeur puisse être interne, intramuros. C'est-à-dire qu'on ait la facilité d'avoir des équipements de développement de ces secteurs à l'intérieur. Nous avions été lors d'une mission, d'ailleurs, avec le chef de l'État en Hongrie, où on veut avoir un accompagnement dans la fabrication des compteurs aussi, des transformateurs, mais aussi de certains équipements. Ça veut dire qu'ils peuvent nous faciliter à fournir des cartes mères et tout, et chacun peut, selon sa manière, de pouvoir entrer sur ce marché-là et de s'exécuter. C'est très important parce que ça nous permettra directement en RDC, en dépit du fait qu'on ne produit que de l'électricité, mais d'avoir tout ce qui est en accompagnement autour de l'activité de production d'électricité. Mais aussi, aujourd'hui, nous sommes dans une démarche où nous associons même le ministère de l'Industrie dans tout ce que nous faisons comme activité pour que des indépendants comme vous qui viennent puissent avoir un accompagnement du secteur public. Mais aussi, dans le programme du M300, on veut que l'enveloppe qui sera mise en RDC, qu'il y ait aussi d'autres activités secondaires qui permettent à ce qu'on puisse capter ça. Donc c'est très important et il faudra que dans ce hub de toutes les personnes qui viennent sur la réflexion autour de l'activité de l'électricité, que l'on sache qu'il ne faut pas que s'arrêter au niveau de la production pure d'électricité, mais de voir toute l'activité qui est autour de ça. Merci. Merci beaucoup. Donc, je disais tout à l'heure que les questions qui ont été posées, en tout cas qui étaient posées ici, étaient donc de trouver des pistes de solutions pour que les miniers, en accompagnement avec le gouvernement, puissent être des catalyseurs pour réduire le déficit énergétique en RDC. Le ministre nous a annoncé une réforme législative très importante avec des incitants fiscaux qui évidemment favorisent les miniers, mais également qui adressent les problèmes administratifs ou les lourdeurs administratives qui sont observées dans le secteur. Mais cette réforme, évidemment, vient avec une responsabilité sociale au niveau des miniers. Je pense que nous sommes tous d'accord pour que les choses se passent ainsi. Donc, je vous remercie beaucoup. Sous vos applaudissements, nous accueillons l'initiative du gouvernement. Merci. Si nous pouvons prendre la photo. Merci. Du 13 au 15 novembre, Kinshasa accueille la 10e édition du Makutano. Mine et énergie, finance et tech, hydrocarbures, petites et moyennes industries, agribusiness et santé, industrie culturelle et sport. Plus de 2500 chefs d'entreprise. Le Makutano 10 vous souhaite la bienvenue. Édition spéciale en direct pendant tout le forum sur Top Congo FM.